Bonjour à tous. 11 livres pour découvrir la Corée du Nord. Je suis Axel, fondatrice du club littéraire coréen La Corée, le temps d'un café. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs livres qui traitent tous de la Corée du Nord. Ce sont en fait des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque Émile Zola à Montpellier, qui est une médiathèque actuellement. Et donc, je vous présente les livres présents sur l'étagère au rayon livres Asie, essais plutôt. Je vais vous présenter également. Je vais commencer par vous présenter 2 romans et puis ensuite ce sont plutôt des essais. Alors le premier que je vous propose de découvrir s'intitule Gens du Sud, Gens du Nord de Ho Chul-lee, Quand la Corée s'est divisée. Alors, il est paru aux éditions Autre Temps. Voilà, c'est ça, en 2003, donc il n'est pas tout récent. En fait, dans ce gros livre qui fait presque 300 pages, il y a plusieurs nouvelles à l'intérieur. Et donc, Gens du Sud, Gens du Nord est incorporé dans le chapitre 5 et qui commence par Petite histoire de police militaire. Je vais juste vous lire les premières lignes. Et même avant ça, je vais vous lire d'abord le résumé, comme j'ai l'habitude de faire. Ah donc, Gens du Sud, Gens du Nord, quand la Corée s'est divisée. Récit autobiographique de Ho Chul-lee, l'un des écrivains majeurs de Corée. Gens du Sud, Gens du Nord nous emmène dans un pays qui, tout juste libéré de l'occupation japonaise, va subir la terrible déchirure de la guerre de Corée. Lee, alors lycéen en Corée du Nord, nous livre ses pérégrinations burlesques et tragiques à la fois. Des apprentis soldats aux officiers, nul ne semble savoir au juste ce qui se passe, ce qu'il faut faire. Pèse sur tout cela l'absurde rigidité du vocabulaire communiste, l'autocritique, le danger bien réel d'être dénoncé comme bourgeois ou impérialiste. Le héros est un simple témoin qui raconte avec exactitude et simplicité ses conversations, ses réflexions. Cependant, le jeune Ho Chul-lee, donc l'auteur, déjà à l'époque existait en moi ce qu'on appelle la littérature, confie-t-il d'ailleurs. Il a le talent d'écrivain qui transforme ce récit en grand livre. Ce qui rend l'œuvre singulière et attachante, c'est au-delà du clivage nord-sud et malgré la guerre, l'amour infini pour la Corée éternelle, ses paysages, ses ciels et ses parfums. Côte à côte, les ennemis ressentent la même émotion lorsque la mer apparaît derrière une colline, et c'est peut-être bien là toute la leçon de ce récit. Je vous lis juste les premières lignes donc, du chapitre 5. Début octobre 1950, je fis défection moi aussi de l'armée des volontaires du Nord. Je fus alors arrêté par la police militaire du Sud. Je me rappelle encore de ma première rencontre avec un policier militaire. C'était dans la province de Gangwon. Son brassard indiquant police militaire en lettres noires sur fond blanc était assez chic et allait très bien avec son uniforme kaki tout neuf et ses lunettes de soleil. Il lui donnait l'air riche. Cet homme n'était pas du tout débraillé ni sale. Enfin, pour la première fois, je faisais connaissance avec la Corée du Sud. J'avais alors 19 ans. Alors pour le deuxième livre, un roman de Bandy, donc le nom de l'auteur Bandy, qui s'intitule La dénonciation, récit traduit du coréen, Corée du Nord, par Lee Myung-hee et Mélanie Basnel, aux éditions Philippe Piquet. Alors je vous cherche la date de parution, 2016 pour la France. Je vous lis le résumé. Bandy, qui signifie Luciole, est le pseudonyme d'un écrivain qui vit en Corée du Nord. Après bien des péripéties dissimulées dans des livres de propagande communiste, ces manuscrits ont franchi la frontière interdite pour être publiés en Corée du Sud. Mais pas leur auteur.
Bandi a choisi de rester, lui, qui se veut le porte-parole de ses concitoyens, réduit au silence. Ces récits, où s'exprime son émotion et sa révolte, dévoilent le quotidien de gens ordinaires dans une société où règne la faim, l'arbitraire, la persécution et le mensonge, mais aussi l'entraide, la solidarité et l'espoir chez eux qui souffrent. Des récits d'une grande humanité et l'œuvre d'un authentique écrivain. Ensuite, il était noté sur la 4e de couverture en italique. Je vis en Corée du Nord depuis 50 ans, comme un automate qui parle, comme un homme attelé à un joug. J'ai écrit ces histoires, poussées non par le talent, mais par l'indignation. Je ne me suis pas servi d'une plume et d'encre, mais de mes os et de mes larmes de sang. Alors je vais vous présenter le tout début. Voilà, donc première nouvelle, l'orme trésor, pardon. L'orme, L''ORME. Il faisait froid. La tempête de neige emplissait l'espace entre le ciel et la terre de millions de flocons scintillants. Des volutes de fumée sortant de cheminées montraient en tourbillonnant violemment avant de s'enfuir, en toute hâte, vers on ne savait où. On ne savait où. De même, John Young-il se précipita vers son bureau, déverrouilla la porte et entra comme s'il était poursuivi. Il mit tout de suite les mains sur le radiateur. Son corps tremblait de froid. Le téléphone posé sur la table sonna, mais c'était le cadet de ses soucis. Toute son attention portait sur le radiateur. Malheureusement, celui-ci ne chauffait pas plus que le souffle du nez d'un cadavre. Dans la chaudière, où on brûlait autrefois du charbon, on ne mettait désormais plus que de la sciure humide, et même ça, il n'y en avait pas suffisamment. Alors, comment espérer obtenir un peu de chaleur? L'État n'arrivait plus à approvisionner en charbon ni les entreprises ni la population, ce qui fait que plus de 1000 foyers des employés de l'usine où travaillait Young-il dépendaient de la seule sciure produite par celle-ci. Pourquoi sombrait-on dans une telle misère? C'est vraiment navrant. Donc voilà pour la dénonciation de Bandi. Alors je précise aussi qu'il a fait partie de la sélection des bibliothécaires. Il est noté sur le livre que j'ai donc emprunté à la bibliothèque. Donc je peux vous le recommander. Nouilles froides à Pyongyang de Jean-Luc Coatalem aux éditions Grasset, paru dans les en quelle année? En 2013. Édition Grasset et Fasquelle. Donc, 4e de couverture, on n'a aucun texte. Je regarde juste la page d'avant. Jean-Luc Coatalem, rédacteur en chef adjoint à Géo et l'auteur chez Grasset de Mission au Paraguay. Le fils du fakir, je suis dans les mers du Sud. La consolation des voyages et récemment le dernier roi d'Angkor. Il a reçu le prix Roger Nimier en 2012 pour le gouverneur d'Antipodia. Alors, je vous lis, je pense que c'est plutôt une sorte de prologue. Il est écrit en italique. Ces notes ont été prises au jour le jour dans un discret carnet de poche lors d'un périple en Corée du Nord effectué au printemps 2011. Dégagé du souci illusoire d'embrasser la complexité d'un tel pays, affaire d'historien ou d'observateur spécialisé, mon propos se voulait plus modeste,
raconter ce que l'on voit du paradis rouge, ou plutôt ce qui, dans un cadre très contrôlé, en était dévoilé. En quelque sorte, un journal de voyage, attentif mais distant, amusé, parfois, jamais dupe, dans ce royaume énigmatique dont un diplomate américain affirmait récemment que l'on en savait moins sur lui que sur nos galaxies lointaines. Depuis, Kim Jong-il, le cheerleader, appelé aussi le cerveau parfait, a trouvé la mort en décembre 2011 dans son wagon blindé. Il a été remplacé par Kim Jong-un, son fils, 30 ans à peine, un total inconnu, après des scènes d'hystérie collective qui ont fait le tour des écrans. Si, entre deux apparitions dans des parcs d'attractions, le jeune homme joufflu et souriant a semblé montrer un désir de réforme, il est vrai que son économie est laminée. Celui qui est devenu le grand successeur, autopromu général puis maréchal des armées, a poursuivi d'Erechef les essais balistiques et le programme nucléaire de ses aînés. Qu'il ait épousé une ex-starlette de la pop, la jolie Lee Sol-ju, autorisé l'usage du vélo et les chaussures compensées pour les Nord-Coréennes, ne pèse guère. À ce jour, ce changement calculé d'image n'affecte en rien sa politique de fond et l'assise de sa dynastie. Un étau de fer étrangle toujours ce pays reclus où, sous un régime parmi les plus répressifs du monde, derrière des frontières verrouillées, hérissées de miradors, la majorité de la population survit dans une prison à ciel ouvert. Alors je vais vous lire les premières lignes du livre. Clorinde n'a jamais voyagé. Je soupçonne même que cet ami, couronné jadis d'une flamboyante chevelure rimbaldienne, ne craigne l'avion. Il n'aurait quitté notre douce France qu'à 3 reprises. À 56 ans, voûté et le crâne ras, il a pourtant gardé fière allure, et, du haut de son mètre 92, en impose encore. Volontiers ironique, souvent silencieux comme une ammonite, il peut paraître abrupt, mais Clorinde cache son jeu. À l'usage, il se révèle sentimental et charmant comme un enfant. Depuis des années, cet amateur de tweed et de lin, collectionneur de souliers à façon, ne quitte plus guère les 2 arrondissements contigus de Paris où il vit et travaille. Une réussite dans les affaires ayant conforté son goût pour l'indépendance et renforcé son esprit casanier. Il ne s'adonne qu'à ce qui lui plaît dans son périmètre délimité et choisi. Ce riche célibataire a ses raisons et se fiche du reste. Mais après un pépin de santé et des peines de cœur, il ressentait des fourmis dans les jambes. Il était temps pour lui de se laisser glisser, curieux, confiant, à la rampe des longitudes. En gros, se persuadait-il d'aller voir plus loin et tâter un peu le monde. Voilà, je m'arrête ici pour la lecture de l'extrait. C'est un livre très intéressant. Je l'ai lu avec intérêt. C'est toujours intéressant d'avoir le regard d'un étranger lorsqu'il se rend en Corée du Nord. Donc ici, on a le cas d'un Français, ce qui est encore plus intéressant pour nous, Jean-Luc Coatalem, rédacteur en chef adjoint à Géo. Donc on sent dans son écriture que l'écriture fait partie de son métier. Il a une écriture fluide, agréable à lire, on comprend bien ce qu'il raconte, et on le suit dans ses aventures avec son collègue en Corée du Nord, et un voyage assez intéressant. Je crois me souvenir qu'on a aussi des parties où il nous parle de l'histoire de la Corée du Nord, mélangée à son expérience à lui sur le terrain. Voilà. Donc c'est un livre très intéressant à lire. Voilà, Nouilles froides à Pyongyang. Un autre livre dans le même registre, La traversée de Pyongyang de Mark Nexon, recommandé par la médiathèque de Montpellier, paru aux éditions Grasset en 2020.
Alors je vous lis la 4e de couverture. C'est l'histoire d'un homme qui court, sa semelle frappe le bitume, sa respiration emplit les avenues entièrement vides. Parfois il traverse un rond-point comme un anneau gigantesque, mais sur le côté, aucun public, engageant ou euphorique, aucune banderole, rien. Des haut-parleurs sont fixés partout, et des hommes en gris observent à chaque carrefour ce coureur et, loin devant, celui qui le précède. Bienvenue dans cette capitale célèbre et silencieuse, aux façades tristement ripollinées. À Pyongyang, plus qu'ailleurs, le marathon est une épreuve. Mark Nixon s'y est préparé. Il a dissimulé son métier véritable, et le voici lancé. Cette course est-elle un acte un peu fou, un engagement périlleux ? Que pense celui qui, ce jour-là, traverse à petite foulée la ville la plus fermée du monde ? D'une avenue où se rangent les camions de l'armée à l'étage interdit de l'hôtel, d'une pause très surveillée en bord de route à un sourire d'enfant, Mark Nixon raconte, évoque, respire. Ici, un vêtement, là, un signe. Ici, un slogan, là, une impasse misérable. Partout, la peur. Cette traversée métaphysique, magistralement écrite, est aussi un des rares récits sur ce pays interdit. Mark Nixon est grand reporter au Point. Donc on a encore quelqu'un qui est spécialisé dans l'écriture. On le sent évidemment à la lecture. Nous, en tant que lecteurs, c'est également très agréable. Une lecture fluide, c'est toujours très intéressant. Ce que j'ai apprécié dans ce roman, dans cet essai, alors c'est pas un roman, c'est que l'auteur, il nous partage sa découverte du pays, de son séjour. Je pense que c'est une bonne semaine, entre 7 et 10 jours, je crois. Et puis, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il s'arrête sur cet événement de cet étudiant américain qui a été arrêté en Corée du Nord. Vous savez, il était parti pour un séjour d'une semaine avec ses camarades américains, et puis au moment du retour, il est arrêté à l'aéroport, et il ne reviendra plus. Il va être fait prisonnier, on va l'envoyer dans un camp, apparemment, et on ne sait pas tellement quel traitement il a subi, mais en tout cas, c'était un traitement assez violent. Il a été ramené aux États-Unis des mois plus tard, et il est décédé, je crois, dans la semaine qui a suivi son retour aux États-Unis. Mais au moment où il est revenu aux États-Unis, il était déjà sourd, aveugle. Et je me demande même s'il n'était pas dans le coma, donc bon. Justement, l'auteur, à la fin, nous propose une liste de livres à lire. Et voilà. Donc voilà, cet étudiant américain s'appelle Otto Warmbier. Donc il écrit, pour en savoir davantage sur l'affaire Otto Warmbier, lire l'enquête très fouillée de Doug Bloch-Clark parue dans GQ, The Untold Story of Otto Warmbier, American Hostage. Alors je vous lis le début. Je cours depuis 45 minutes et je suis déjà seule. Devant moi, le concurrent le plus proche a l'aspect d'un insecte fluorescent vert, une femme ou un homme, je n'arrive pas à distinguer. J'entends mes semelles de polyuréthane grincer. Je ne les ai jamais entendues aussi bien. La ville entière doit les entendre. J'ai beau soulager les talons, rentrer les chevilles, pianoter avec les orteils, il y a toujours ce bruit de plastique qui monte le long des jambes. Je regarde le sol, c'est sûrement la composition de leur macadam. Granuleux, onduleux, visqueux. Une mer de goudron, ces boulevards à 8 voies. Pas un pavé, un dos d'âne, un terre-plein, un ponton, un tunnel qui donne le sentiment d'avancer. Comme dans un rêve, je lutte contre une immense soufflerie. Alors parfois, je fixe les plaques d'égout. Elles se repèrent de loin tant elles sont démesurées. Si elles s'ouvraient, elles pourraient engloutir des vélos en une seconde.
Au moment de franchir la première, je m'arrête d'un coup. Il y a une demi-marche à descendre avant de fouler les grilles. Je plonge le regard. Qu'est-ce que j'espère y trouver? Un cimetière de 2 roues? Je me dis qu'un air chaud va m'envelopper les chevilles comme les fumerolles des avenues de New York, mais j'ai sous les pieds une bouche glacée striée de barreaux. J'allonge le pas, perturbé par l'idée absurde d'être brusquement happé. Des fissures se faufilent le long des trottoirs, bifurquent soudainement, disparaissent puis réapparaissent sous la chaussure. Parfois, l'une d'elles ressemble à une saignée rectiligne, profonde, bien dessinée, et le boulevard n'a plus qu'à se fendre comme une tablette de chocolat. Pour un marathonien, couper un virage relève d'un acte anodin. On oblique pour gagner quelques mètres et reprendre la corde. Ici, c'est impossible. Le coude est d'une telle ampleur qu'il faut du temps pour appréhender un changement de trajectoire. C'est une expérience contre-intuitive qui consiste à piquer à angle droit jusqu'au trottoir opposé. Les moins chanceux traversent même au prix d'un léger retour en arrière. Voilà, donc c'est très intéressant, en fait, c'est dans le contexte de ce marathon qu'il part à Pyongyang, et voilà, je vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, je vous recommande de lire son histoire, très intéressante, et puis la fin est très drôle. Voilà, je vous en dirai pas plus. Alors, je poursuis avec Banni de Corée du Nord d'Éric Laforgue. Donc c'est paru chez Hachette Tourisme en 2018. Donc je vous lis la 4e de couverture. Voyager en Corée du Nord, ce n'est pas visiter un pays, mais faire une expérience. À votre arrivée à l'aéroport international de Pyongyang, oubliez vos codes et vos repères, car vous entrez dans une autre dimension, hors du temps et du monde. Oui, ça fait cliché, et pourtant c'est vrai. De ces 6 visites en Corée du Nord, effectuées entre 2008 et 2012, Éric Laforgue a tiré les dialogues de ce livre. Des conversations réelles avec ses guides nord-coréens, des officiels ou au hasard des rencontres. En mai 2012, les autorités nord-coréennes ont enfin, entre parenthèses, découvert ces photos sur Internet et l'ont averti qu'il était désormais interdit de séjour en Corée du Nord. Alors ensuite, concernant l'auteur, après une carrière dans les médias, Éric Laforgue a fait ses débuts de photographe en 2006. En 2008, il est remarqué pour ses photos de Papouasie. Dès lors, de nombreux magazines comme National Geographic ou Géo publient ces clichés de pays peu visités, dont l'Irak, l'Afghanistan, la Somalie et l'Érythrée. Un livre très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est composé de nombreuses photos, évidemment, et toujours accompagné de petits dialogues. Donc en fait, ce sont des scénettes qu'on peut voir, qu'on peut lire, et c'est super. J'ai vraiment aimé. Des photos authentiques du pays, qui nous permet de voir les visages de ce peuple qui nous sont difficiles d'accès à l'étranger. Et c'est super, très belles photos, des dialogues qui en plus souvent prêtent à sourire, mais jamais de critique d'ailleurs dans tous ces livres. L'idée c'est justement de consulter ces livres, de les découvrir, de les lire pour démystifier ce pays, c'est l'idée. C'est l'idée. Alors, moi, alors les passages que j'ai le plus aimés, je sais pas si... Alors, les pages ne sont pas numérotées. Ah si, page 71, 70, 71, on a une superbe photo avec les 2 soldats. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, comme ça. Un du sud et un du nord. Et ils sont à, je
je sais pas combien, 3 mètres l'un de l'autre. Donc c'est la DMZ, zone démilitarisée, soldats nord-coréens devant, sud-coréens au fond. Et je trouve cette photo géniale. C'est génial en fait de voir deux Coréens, un du nord et un du sud, aussi proches. Alors donc, petite scénette. Que se passe-t-il si un Sud-Coréen franchit la frontière et passe au nord? Nous l'accueillons, monsieur Eric. Et si un Nord-Coréen passe au sud? Il lui tire dessus. DMZ, donc après on a une autre photo avec des militaires américains qui sont présents. Et donc petite scénette. Aujourd'hui, vous pouvez voir des soldats américains avec leurs marionnettes, monsieur Eric. Leurs marionnettes? Oui, les soldats sud-coréens, c'est ainsi que nous les surnommons. Et là, toujours entrée de la DMZ, donc la zone démilitarisée. Et donc il dit, que signifie ce panneau? Et donc on lui répond, Séoul, 70 km, monsieur Eric. Voilà, donc ça, voilà, je vous montre ce que je peux. Voilà. C'est une très chouette façon de découvrir la Corée du Nord par les livres, parce que c'est très instructif. On peut apprendre beaucoup de choses de façon assez reposante aussi, puisque les images composent une grande partie de ce livre. Voilà, donc je vous le recommande. Alors on poursuit avec cette fois-ci, donc là jusque-là je vous ai présenté, donc d'abord on avait deux romans, des nouvelles dont les auteurs étaient nord-coréens. Ensuite je vous ai présenté les 3 derniers ouvrages, c'est écrit par des Français. Et bien cette fois-ci nous avons un japonais qui va nous parler de la Corée du Nord, et pas de n'importe laquelle. Kenji Fujimoto, le cuisinier du dictateur. Plongée secrète dans la Corée du Nord de Kim Jong-il. C'est paru aux éditions Hugo Doc, préface de Juliette Morillo, spécialiste en coréanologie. Je cherche l'année. C'est paru en 2008. Alors en 2008, c'est paru au Japon en 2019 pour la présente édition, donc en français. Comment vous dire, c'est mon préféré, hein, je vous avoue tout de suite là. Ce que j'apprécie énormément, c'est que pour une fois, alors ce n'est ni un Américain, ni un Français européen qui va nous parler de la Corée du Nord, mais un Japonais. Je trouve ça excellent. Parce qu'enfin, ça nous permet d'ajouter une autre vision, une autre compréhension. Et c'est magnifique. Alors également, ce livre est composé de nombreuses photos, un peu moins que le précédent quand même, mais on a des photos, on a des plans. Pourquoi on a des plans? Vous allez comprendre pourquoi. Alors je vous lis la 4e de couverture. Kenji Fujimoto est un chef sushi japonais qui a la singularité d'avoir été le cuisinier personnel de Kim Jong-il entre 1988 et 2001. Une position qui a fait de lui un témoin privilégié du régime le plus opaque au monde. Courses alimentaires autour du globe, voyage en jet, mais les plus raffinés, banquets somptueux et luxueuses, villas, Kenji Fujimoto est au cœur du pouvoir et raconte le quotidien de l'élite nord-coréenne comme sa vie dans l'intimité de Kim Jong-il, ce personnage énigmatique et gourmet qui au fil des années devient son ami, son compagnon de fête, son confident. En Corée du Nord, Kenji Fujimoto mène grand train, jusqu'au jour où il est soupçonné d'espionnage pour le compte de l'ennemi japonais. Changement de décor. Le cuisinier finira par s'enfuir, prétextant se rendre à Hokkaido pour y acheter des oursins.
Journal de bord foisonnant d'anecdotes et illustré de photographies inédites, ce témoignage insolite est une plongée secrète dans la Corée du Nord de Kim Jong-il. Best-seller au Japon, Le cuisinier du dictateur est un texte méconnu, traduit pour la première fois en français. Il est présenté par Juliette Morillo, historienne et coréanologue. Ce qui est intéressant, c'est que ce chef cuisinier japonais, il va jamais être dans la critique, puisque la critique peut être facile avec la Corée du Nord. Ah, dictature, pas bien. Et surtout que là, il y a été en plus, je le redis, entre 88 et 2001. Et vous savez à quoi ça peut faire penser, c'est que pendant cette période, surtout les années 90, il y a eu la famine en Corée du Nord. Et il nous raconte dans ce livre comment vivait l'élite nord-coréenne au moment où le peuple, lui, crevait de faim et mourait, littéralement. Et je vous rappelle d'ailleurs que pour ça, on a le livre Deux Coréennes qui nous le raconte, de Céline et Madame Park, aux éditions Bûcher-Chastel, où on a un chapitre qui nous parle, où l'autrice nous parle de cette période de famine, puisqu'à ce moment-là, elle était en Corée du Nord, elle était enseignante en mathématiques, et elle raconte cette période terrible. Et vous mettez à côté les deux textes, le livre Les Deux Coréennes, je vous remontre juste la photo, Deux Coréennes, voilà, je vous le recommande follement. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo de ce livre. Vous mettez en parallèle au moins le chapitre qui traite de la famine et ce livre-ci où on a ce chef japonais qui nous raconte le quotidien à ce moment-là, mais on tombe des nues. On se dit mais c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Alors après, voilà, je pense qu'il faut essayer de le regarder avec de la distance. Nous sommes étrangers. Là, c'est donc traduit en France. Ce livre est traduit en français. Moi, je sais que je trouve ça extrêmement perturbant, en fait, du coup, de savoir qu'au moment où son peuple crevait de faim, eux, ils étaient sur des chevaux blancs, des jets, et ils étaient en train de boire de la bière japonaise, quoi. C'est... Bon. Et il nous raconte son quotidien. En fait, il avait tenu un journal pendant cette période, donc du coup, il avait des notes, plus des photos, et voilà. Après, il nous raconte tout ça, il nous montre. Donc, hormis ce point qui m'a énormément perturbée émotionnellement, j'ai adoré. J'ai adoré aussi sa façon dont il nous parle du dirigeant, du chef leader. Il nous le rend plus familier, mais du coup plus amical aussi, parce que ce qu'il montre de Kim Jong-il, c'est... On n'a pas affaire au dirigeant, en fait. Là, on a affaire à un camarade nord-coréen qui est avec un camarade japonais. Et je trouve que j'ai trouvé ça intéressant de voir son comportement qui se révèle être celui d'un ami, en fait. Pas au tout début, mais voilà. Il ne nous est pas du tout dépeint comme un méchant dictateur. Dans ce livre, D'ailleurs, dans ce livre, l'auteur ne nous parle pas de la famine, alors qu'à ce moment-là, il y est. Et donc c'est comme si ça n'avait jamais existé. Il nous parle beaucoup de nourriture, c'est très intéressant, voilà, des activités qu'il pratique avec son ami dirigeant. Il nous raconte que donc au début il était marié à une, donc il est au Japon au départ, donc il est marié à une japonaise. Il a 1 ou 2 enfants, je ne sais plus. Et puis une fois qu'il est en Corée du Nord, qu'est-ce qui va se passer?
il va finir par se marier avec une Nord-Coréenne, donc pour ça il devra d'abord divorcer de la japonaise. Et derrière, il y a Kim Jong-il qui tire les fils hein, de tout ça, qui organise pour lui. Voilà, un mariage somptueux, on a les photos. Il reconnaît, hein, l'auteur reconnaît qu'il a complètement délaissé sa famille au Japon et que voilà, je pense que quand on a une expérience telle, bah oui, on y adhère complètement ou pas du tout en fait. On peut pas faire moitié-moitié. Donc moi j'apprécie son honnêteté dans ce livre et le fait qu'il nous partage cette histoire. Alors nous d'un point de vue français, on ne voit pas trop où est le problème, mais ce qu'il y a c'est que on ne peut pas se permettre en Corée du Nord de diffuser comme ça des manuels, de publier ce genre de manuel avec des photos du dirigeant. C'est interdit, vous imaginez bien. Et donc, il a eu peur. L'auteur japonais, donc, après s'être enfui de Corée du Nord à la fin. Et du coup, on a à toute la fin, postface, où on a 2 lettres, où il s'adresse au cher général Kim Jong-il et lui exprime ses excuses pour ce livre. Et il explique pourquoi il a tenu à le publier. Et puis ensuite, donc ça, on a une première lettre le 31 mai 2003, et ensuite il écrit une autre lettre en juin 2004, toujours au cher général Kim Jong-il, où là il est un peu plus assertif. Hein. Là, cette fois-ci, il est plus direct. Hein. Je vais vous lire des extraits de ces 2 lettres parce que je les trouve incroyables. Mais il nous montre tout, c'est génial. Il nous montre son appartement en Corée du Nord, tout. C'est vraiment super intéressant. Et un peu encore une fois, c'est le fait d'avoir un point de vue japonais sur ce pays qui nous apporte un autre regard, hein, un regard aussi plus doux, il me semble. Donc, sa lettre du 31 mai 2003. Cher général Kim Jong-il, quand ce livre sera publié, il sera très vite livré chez vous et vous allez forcément le parcourir. Vous m'avez accordé de nombreuses faveurs, et je vous prie d'accepter mes excuses pour la décision que j'ai prise. Celle-ci est tout à fait inexcusable, et j'en suis sincèrement désolée. Si je travaille dans un restaurant quelque part au Japon, je suppose que vous allez envoyer des gens pour partir à ma recherche. Sans doute leur donnerez-vous l'ordre de me tuer. Mais dans les sociétés capitalistes comme au Japon, nous n'avons pas d'autre choix que de travailler pour vivre. Ce livre est l'aboutissement d'une longue réflexion. Pour moi, il ne me restait plus que ce chemin à suivre, et c'est pourquoi j'ai décidé de prendre la plume. Donc je m'arrête ici pour la première lettre. Je vous laisserai découvrir la suite si cela vous intéresse. Et deuxième lettre, juin 2004. Et là, cette fois-ci, plus direct. Hein. Cher général Kim Jong-il, je vous prie de bien vouloir rendre à leur famille tous les citoyens japonais qui ont été kidnappés. Le monde entier porte attention à leur sort et les libérer serait une chance de rejoindre la communauté internationale. Hormis les 13 personnes que la République populaire démocratique de Corée a officiellement admis avoir enlevées, n'y aurait-il pas d'autres Japonais? S'il y en a, veuillez accepter de tous les rapatrier par la même occasion. Alors on pourrait s'imaginer qu'il a été retrouvé par les services nord-coréens et que ça a mal terminé pour lui, mais en fait pas du tout, figurez-vous. Ça s'est bien terminé pour lui parce qu'il a été réinvité par le fils, donc Kim Jong-un. Il a été réinvité en Corée et il lui a permis, le dernier dirigeant, lui a permis d'ouvrir plusieurs restaurants à Pyongyang. Donc voilà, l'histoire c'est... Il est reparti vivre là-bas apparemment. Il y serait toujours. Voilà, donc il nous partage son quotidien avec sa vie personnelle, sa vie au travail, sa relation avec le dirigeant. Et c'est... Voilà, c'est assez doux comme lecture, il y a pas de... Voilà, c'est...
Je vous le recommande donc. Et ensuite, je reviens vers une autrice française, donc Juliette Morillo et Dorian Malovic. Et la page que je vous montre, c'est la nouvelle édition. La couverture que je vous montre, c'est la nouvelle édition. Moi, j'ai entre les mains l'édition, voilà, voici la couverture. La Corée du Nord en 100 questions. Donc là, on a un essai de spécialistes, d'experts cette fois-ci, mais c'est intéressant parce que c'est écrit par des Français en français. Les clés pour comprendre la crise. Donc c'est aux éditions Texto, collection dirigée par Jean-Claude Zilberstein. En quelle année? En 2016. Il est paru en 2016. Bon, je peux que vous le recommander parce que là, on avait des histoires. J'ai quand même envie de dire un peu, bon, même si ce sont des essais, les derniers que je vous ai présentés, c'est un peu du roman facile, hein, bon. Mais là, ici, on est dans un autre registre, plus sérieux, hein. Je cherche. Voilà. Donc les principales thématiques abordées dans ce livre sont l'histoire, la politique, la géopolitique, les réalités, l'économie, la société et la culture. Voilà. Donc tout ça en 100 questions. Alors, comme genre de questions, on a comment est née la Corée, comment appelle-t-on la Corée du Nord, pourquoi appelle-t-on la Corée du Nord le royaume ermite? Voilà. La guerre de Corée a-t-elle été un conflit entre l'URSS et les États-Unis? Comment la France a-t-elle été impliquée dans la guerre de Corée? Qui était Kim Il-sung? Comment Kim Jong-il a-t-il préparé sa succession? Que sait-on de Kim Jong-un? Voilà. On a plein de questions. La Corée du Sud a-t-elle son mot à dire dans le jeu diplomatique régional? L'ONU peut-elle résoudre le contentieux nord-coréen? Quelle est la situation des droits de l'homme en Corée du Nord? Comment un ancien détenu décrit-il la vie dans les camps? Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a au niveau économique? Quel est l'état de l'économie nord-coréenne? La Corée du Nord s'engage-t-elle sur la voie des réformes économiques? Donc, je vous en cite que quelques-unes. Comment vit-on aujourd'hui en Corée du Nord? Smartphones et Internet font-ils partie du quotidien en Corée du Nord? Faut-il croire tout ce qu'on dit sur la Corée du Nord? Bon, voilà. Et puis la 100e, c'est la Corée du Nord a-t-elle remplacé l'URSS à Hollywood? Intéressant. Alors, moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était la partie sur les auteurs. Alors, je vais chercher le passage. Ok, donc j'ai retrouvé le passage peut-on 95 question numéro 95. Peut-on croire les témoignages des réfugiés nord-coréens? C'est ce chapitre surtout qui m'a marqué. Et je vais un peu vous en lire. Elle était si jolie ce jour d'octobre 2014 à Dublin. C'était à l'occasion du One Young World Summit, réunissant les jeunes leaders de demain. Si frêle, si délicate dans son costume traditionnel rose pâle. La voix étranglée de sanglots, elle a évoqué les rivières charriant des cadavres, sa mère violée, pour enfin fondre en larmes et implorer le monde de l'aider à lutter pour libérer son peuple de l'Holocauste. Cette jeune fille, c'est Park Yeon-mi, auteur du best-seller Je voulais juste vivre. Alors, je vais vous en parler après. Forte de sa médiatisation, elle enchaîne les interviews, racontant encore et encore les horreurs de son enfance en Corée du Nord. Sauf que Yeon-mi n'a pas vécu tout ce qu'elle raconte.
Si elle a bien fui sa patrie dans des conditions terribles, son enfance a été celle d'une gamine privilégiée qui jouait sur sa console à Mario Bros et portait des t-shirts roses princesse Disney. Une époque insouciante, comme elle l'explique gaiement lors d'émissions de télévision, enregistrées bien avant d'avoir été embauchée comme porte-flambeau par des activistes et des organisations humanitaires, religieuses et politiques. Park Yeon-mi a-t-elle menti? Oui, et elle n'est pas la seule, ainsi que le dénoncent de plus en plus de journalistes et de chercheurs à Singapour, en Australie, aux États-Unis, mais aussi de nombreux Nord-Coréens réfugiés en Corée du Sud. Au nom de la défense des droits de l'homme, une adolescente issue de l'élite nord-coréenne a donc été transformée en une gamine famélique, se nourrissant de racines. La mise en scène est parfaite. Elle permet à la jeune fille, dont la véritable histoire est pourtant tout aussi bouleversante, d'obtenir une gloire facile, de nature à faire rêver les autres réfugiés, ceux qui n'ont pas fait de chirurgie esthétique et n'ont pas appris l'anglais, mais qui ont réellement mangé des nouilles faites de terre et d'eau. Pour Mike Bassett, Yeon-mi est aujourd'hui une activiste. Elle a un agenda politique qui vise à obtenir des instances internationales un durcissement des sanctions contre Pyongyang. Voilà, je m'arrête ici pour l'extrait. Voilà donc ce livre, La Corée du Nord en 100 questions. Je vous le recommande. Ensuite, nous avons toujours de Juliette Morillo et Dorian Malovic, Le Monde selon Kim Jong-un, Guerre ou paix, aux éditions Robert Laffont. Publié en 2018. Je vous lis la 4e de couverture. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le péril d'un conflit apocalyptique avec la Corée du Nord, maîtresse du feu nucléaire, n'a jamais été aussi palpable. Les États-Unis oseront-ils la frapper militairement au risque de déclencher des représailles aux conséquences incalculables pour toute la planète ? Dans cette enquête exceptionnelle menée au cours de plusieurs séjours en Corée du Nord, Juliette Morillo et Dorian Malovic nous révèlent les clés d'une énigme qui fait trembler le globe. Ils dévoilent le mystère du monde selon Kim Jong-un, un monde fondé sur la survie du régime par tous les moyens, stratégie politique et militaire implacable, usines souterraines de missiles, financement clandestin sur les 5 continents, espions surentraînés, cyberarmée de 10 000 hackers, de comptes bancaires et de monnaies virtuelles. Des révélations stupéfiantes sur une péninsule coréenne dont l'embrasement pourrait faire basculer l'avenir du monde. Alors je vous lis les premières lignes du premier chapitre, Pyongyang la capitaliste. Pak titube légèrement et parle fort. Il faut dire que dans l'escalier de pierre lisse du restaurant, ses chaussures vernies à plateforme et talons aiguilles avec une semelle rouge façon loup-boutin sont peu pratiques, surtout quand on a bu. Pak est jolie, bien maquillée. Toutes les 3 secondes, elle jette un coup d'œil fébrile à son portable. Impatiente face à la caissière qui redemande s'il y avait bien 3 frites, elle fait tournoyer le petit nounours rose qui pend à son portable et lance des regards exaspérés à ses 2 compagnons. 2 jeunes gens dont les tenues sombres tranchent avec sa robe rouge. Pak s'impatiente. Elle ne s'endort jamais avec ma mère, dépêche-toi. Nous comprenons que la jeune femme s'inquiète pour sa fille gardée ce soir par ses parents. Enfin, la caissière, 20 ans à peine, le visage poupin, sanglée dans un petit uniforme bleu pervenche, produit l'addition et récapitule. 3 coca, 3 bières, 3 grandes frites, 2 saucisses de Francfort, une pizza et un banana split. Sans oublier une bouteille de whisky que les 3 jeunes gens déshabitués retrouveront la fois prochaine. L'un des hommes paye, des euros et des dollars. Quelques yuan pour faire la pointe tandis que la caissière vérifie le taux de change sur sa calculette. Le petit groupe s'engouffre dans un taxi qui s'éloigne dans la nuit, le long des immeubles illuminés. Une scène ordinaire, très ordinaire, si elle ne se passait pas à Pyongyang.
à la sortie de l'une des brasseries de la capitale nord-coréenne, qui compte aujourd'hui, à côté des nombreux petits restaurants de quartier, une bonne cinquantaine de restaurants élégants, entre guillemets un peu chers. Cet endroit chic aux allures de brasserie bavaroise, table lourde et lumière tamisée, est fréquenté par des expatriés, personnel d'ambassade, des touristes, mais aussi par toute une clientèle de Coréens privilégiés qui ne dépareraient ni à Shanghai ni à Tokyo, n'étant bien sûr les petits insignes rouges à l'effigie du dirigeant qui ornent la robe de la jeune femme et le revers de la veste des messieurs. Un livre que je vous recommande donc. On a dans ce livre 4 parties. Le nouveau visage de la Corée du Nord, une stratégie de guérilla, la Corée du Nord lutte pour sa survie, et enfin si tu veux la paix, prépare la guerre. Voilà. Avec un article très intéressant sur... Alors ouais, c'était un trou noir pour l'espionnage international en 3 et 4e chapitre, la cyberarmée clandestine de Kim Jong-un. Très intéressant. Voilà, donc là on est sur de la lecture d'experts. Ensuite, voilà, je voulais poursuivre donc avec cette Yeonmi Park, je voulais juste vivre, où elle nous raconte voilà, comment elle s'est échappée de Corée du Nord. Alors je vous lis la 4e de couverture. 2007, après... je commence par vous dire d'abord, c'est ici le livre de poche, aux éditions Kero, autrement, paru en 2015. 2007, après des années de privation et de harcèlement par une nuit glaciale, Yeonmi, 13 ans, et sa mère réussissent à traverser le fleuve Yalu qui marque la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Elles laissent derrière elles leur pays natal et ses horreurs. La faim, la délation constante et surtout une répression impitoyable. Mais leur joie n'est que de courte durée. Rien ne les a préparés à ce qui les attend entre les mains des passeurs. Après plusieurs années d'épreuves inhumaines et un périple à travers la Chine et la Mongolie, Yeonmi atteint finalement la Corée du Sud. À 23 ans, Yeonmi est désormais une combattante. C'est l'une des plus influentes dissidentes nord-coréennes et une activiste reconnue des droits de l'homme. Donc je poursuis avec la lecture du premier chapitre. Chapitre 1, même les oiseaux et les souris peuvent entendre chuchoter. Le Yalu serpente comme la queue d'un dragon entre la Chine et la Corée du Nord pour rejoindre la mer Jaune. À Yesan, il débouche dans la vallée du mont Paektu, où la ville de 200 000 habitants s'étend entre les collines ondoyantes et un haut plateau recouvert de champs, de bosquets d'arbres et de tombes. Le fleuve, généralement calme et peu profond, gèle complètement en hiver, qui dure une bonne partie de l'année. C'est l'endroit le plus froid de Corée du Nord, avec des températures qui descendent parfois jusqu'à moins 40 degrés. Seuls les plus résistants y survivent. Voilà, je m'arrête ici. C'est un livre qui a été un best-seller, il a connu un succès international. Il est intéressant à lire, il nous parle de la Corée du Nord. Bon, ce que je me dis du coup maintenant, ayant appris qu'il y a eu des petits mensonges dans ce livre, c'est que si elle ne mangeait pas d'herbe, d'autres en mangeaient, et que finalement, si c'est pas son histoire à elle qu'elle nous raconte dans ce livre, c'est obligatoirement l'histoire d'autres Coréens. On peut aussi du coup le voir comme ça. Voilà. Je poursuis dans le même registre, témoignage. Cette fois-ci, c'est Barbara Demick, c'est une américaine. Si je ne me trompe pas. Rien à envier au reste du monde, vie ordinaire en Corée du Nord. Espace libre. Albin Michel, 2021. Rien à envier au reste du monde. Je vous lis la 4e de couverture. Telle est la devise de la Corée du Nord, qui compte parmi les régimes les plus répressifs de la planète. Un monde orwellien, où l'accès à Internet et au téléphone reste interdit pour la plupart des habitants,
où les gestes d'affection en public sont punis, les délations récompensées. Mais face à cette tragédie humaine, marquée par l'arbitraire, la propagande et les famines à répétition, les puissances occidentales ont tendance à détourner le regard. Barbara Demick a été la première à nous plonger au cœur de ce pays que la folie de ses dirigeants maintient dans le chaos. Pour ce faire, elle a suivi 15 ans durant le destin de 6 transfuges ayant fui leur patrie au péril de leur vie, et nous raconte leur combat pour la survie et la liberté à travers un ouvrage exceptionnel couronné par le Samuel Johnson Prize et finaliste du National Book Award, aujourd'hui enrichi d'un épilogue inédit. Traduite en plus de 20 langues et maintes fois primée dans le domaine des droits de l'homme, Barbara Demick a longtemps dirigé le bureau du Los Angeles Times à Pékin. Son dernier ouvrage est consacré à la façon impitoyable dont la Chine tente d'éradiquer la culture tibétaine. Bien. Alors, on se dit, waouh, on lit le livre, waouh, et puis ensuite on découvre que on a le même problème qu'avec Yeonmi Park, c'est que on a des témoignages arrangés. Et le problème, en fait, il vient que ces témoignages, Barbara Demick, pour les obtenir, donc les témoignages de ces Nord-Coréens qui ont fui, le problème, c'est que il y a eu une transaction, ces témoignages ont été monnayés, et que ça les a probablement poussés à... On les a, c'est pas les Nord-Coréens d'eux-mêmes, mais c'est tout... Ce sont des gens qui ont un intérêt derrière à ce qu'ils surlignent le trait. Et voilà, du coup, on ne sait plus tellement, le problème c'est ça, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est moins vrai, qu'est-ce qui n'est pas tout à fait vrai, qu'est-ce qui est faux. Bon, c'est un peu problématique. Ceci dit, ça reste quand même intéressant à lire, mais attention, voilà, feu orange hein, quand on lit ce genre de livre, du coup, parce qu'on peut avoir des doutes sur la véracité de ce qui est raconté. Et donc c'est pour cela que je vous rappelle, ce qui est un peu aussi intéressant à faire peut-être, c'est en premier lire 2 coréennes pour savoir clairement de quoi il s'agit. Ici, il n'y a pas eu de transaction financière, le témoignage de Jin Park est vrai. Alors, il n'a pas été monnayé. Il a été traduit par Céline, qui est sud-coréenne, donc on n'a pas de problème ni de doute à avoir là-dessus, sur la véracité des faits. À la limite, commencez par 2 coréennes et poursuivez avec Yeonmi et Barbara Demick, où elle interroge plusieurs Nord-Coréens. Bien, vous verrez. Je vous propose comme dernier livre La race des purs de Myers, B.R. Myers. Comment les Nord-Coréens se voient. Je trouvais ça intéressant comme titre. Alors je ne l'ai pas encore lu, j'aurais du mal du coup à vous faire un retour là-dessus, mais je vais pour autant vous lire la 4e de couverture et vous en lire un extrait. À quoi les Nord-Coréens croient-ils vraiment? Comment se voient-ils et voient-ils le monde qui les entoure? Ces questions rarement posées sont centrales pour qui veut comprendre les ressorts du régime le plus inquiétant et le plus énigmatique de la planète. Avec cet ouvrage, B.R. Myers, spécialiste de la Corée du Nord, offre la première étude approfondie de l'idéologie nord-coréenne. Le peuple coréen est trop pur et trop vertueux pour survivre dans ce monde malfaisant sans la protection de son chef vénéré. S'appuyant sur une impressionnante documentation, l'auteur décrypte l'obsédante propagande gouvernementale, y compris films, romans populaires et chansons, et démonte un à un les mythes officiels. Le portrait qui en ressort est très éloigné des clichés en usage en Occident. Au moment où Pyongyang en appelle à la vengeance du sang contre les Chacal Yankees, l'analyse inédite de Myers ne pouvait mieux tomber. Voilà. Le Wall Street Journal a écrit une lecture inquiétante, littérale de la propagande interne qui explique en bonne partie le comportement fantaisiste et le mode de pensée apparemment bizarre du cher guide Kim Jong-il. Myers est né en 1963 dans le New Jersey et a grandi aux Bermudes, en Afrique du Sud et en Allemagne. Docteur en études nord-coréennes de l'université de Tübingen, en Allemagne, il vit en Corée du Sud où il dirige le département d'études internationales de l'université Dongseok. Il collabore à la Revue de l'Atlantique et écrit régulièrement sur la Corée du Nord dans le New York Times et le Wall Street Journal.
Alors je vous lis, première partie, une histoire de la culture officielle de la Corée du Nord. Chapitre 1, la colonie japonaise 1910-1945. Les écoliers coréens au nord et au sud apprennent que le Japon a envahi leur pays au patriotisme farouche en 1905. Qu'il y est resté 40 ans, y a détruit langue et culture, et qu'il en est parti sans y avoir apporté de progrès significatif. Cette version de l'histoire est acceptée sans plus de questions de la plupart des étrangers qui écrivent sur la Corée. Mais la vérité est un peu plus complexe. La frontière nord du pays a été mouvante durant la plus grande partie de sa longue histoire, l'identité nationale d'un Coréen cultivé étant indissociable de celle d'un Chinois cultivé. Convaincus que leur civilisation a été fondée par un sage chinois à l'image de la Chine, les Coréens cultivés souscrivaient à une conception confucéenne du monde qui plaçait leur pays dans une position d'asservissement perpétuel à l'Empire du Milieu. Bon, je m'arrête ici pour l'extrait, je pense qu'il est très intéressant. Voilà. Eh bien écoutez les amis de la Corée, j'ai terminé pour la présentation de ces 11 livres. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez fait de nouvelles découvertes, et si ça vous intéresse, voilà, je ne peux que vous recommander de vous rendre chez votre libraire, le plus près de chez vous, celui que vous aimez, ou bien encore, vous pouvez vous rendre sur Amazon pour acheter tous ces livres. Vous pouvez retrouver la Corée le temps d'un café sur notre compte Instagram. Voilà. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.